L'impôt minimum global, les grandes entreprises doivent-elles s'en inquiéter? Vous êtes sur Liberté financière TV. L'impôt minimum global est une proposition visant à réduire la concurrence fiscale entre les pays et à lutter contre l'évasion fiscale des entreprises. Comment y parvient-il? Pour ce faire, il établit un système d'impôt minimum mondial en vertu duquel une entreprise d'un pays spécifique paiera au moins un certain pourcentage de ses bénéfices en impôts, quel que soit l'endroit dans le monde où ces bénéfices sont réalisés. Les partisans d'un impôt minimum mondial sur les sociétés demandent instamment son adoption pour décourager les entreprises multinationales de prendre des décisions d'investissement à l'étranger sur la base de faibles taux d'imposition et de transférer leurs bénéfices vers des juridictions à faible imposition, quel que soit l'endroit où les bénéfices sont réalisés. Pour d'autres, alors que l'impôt minimum mondial stimulera l'économie des pays sous-développés, certains l'OCDE, par exemple, pensent qu'il s'agit d'une énorme diminution de l'économie des pays développés comme les États-Unis. Les différents arguments sont en réalité un peu plus complexes, mais avant d'entrer dans les détails, nous allons essayer de comprendre comment l'impôt minimum global fonctionne et les défis que sa mise en œuvre pourrait susciter. Comment le G20 y fait-il face? Faut-il le considérer comme un jeu gagnant ou perdant? Si vous étiez citoyen américain ou d'un paradis fiscal par exemple, comment gériez-vous cela? Des emplois vont-ils être perdus? Le chômage va-t-il augmenter? Comment l'impôt minimum global fonctionne? Si cette taxe semble utile pour toutes les grandes multinationales qui font d'énormes profits, le débat a été relancé et a pris un nouvel élan en grande partie en raison des bénéfices astronomiques réalisés notamment par les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, comme de nombreuses autres entreprises mondiales. Ces entreprises numériques tentent par tous les moyens de délocaliser les bénéfices sur leurs opérations numériques vers des pays et des juridictions à faible fiscalité. Cela les aide à économiser des impôts tout en restant dans les limites de la loi. Avec l'introduction d'un impôt minimum mondial, ces grandes entreprises seront obligées de payer au moins 15% d'impôts sur les sociétés à leur pays d'origine, quel que soit l'endroit où elles réalisent leurs bénéfices. Pourquoi certains pays n'ont-ils pas d'impôt sur le revenu des sociétés? La question est intéressante. Dans un régime fiscal régulier, on part du principe que l'impôt sur les sociétés est essentiel à la survie de tout pays. Alors, comment ces économies survivent-elles sans impôt sur les sociétés? Ces paradis fiscaux le font principalement pour attirer les investissements étrangers. Ils développent leur économie grâce à d'autres outils tels que les frais d'enregistrement des entreprises, aux coûts liés au renouvellement des licences payées chaque année, aux droits d'importation élevés et aux frais de douane élevés. De cette façon, ils attirent de nombreuses sociétés multinationales qui, tout en tirant leur épingle du jeu, enrichissent l'économie par le biais des institutions financières notamment. Quelques exemples de tels paradis fiscaux sont les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, les Bermudes, les Pays-Bas, la Suisse, le Luxembourg. Les Bahamas y ont longtemps fait partie mais ont été récemment retirés de la liste des paradis fiscaux de l'OCDE. Quelques autres ont des taux d'imposition très bas. La Barbade en Amérique du Nord a un taux d'imposition des sociétés de 5,5%, tandis que l'Irlande, qui est un favori des entreprises américaines, a un taux de 12,5%. Ceci est par opposition au taux actuel de 21% qui est obtenu aux États-Unis. Quels sont les défis d'imposer un impôt minimum global? Instituer un taux d'imposition minimum à l'échelle mondiale semble certainement être une excellente idée, mais elle comporte de nombreux défis. Prenez les États-Unis, par exemple. Ils taxent leurs entreprises mondiales en utilisant le modèle GILTI. La politique globale intangible Low Taxed Income, GILTI, a été adoptée pour la première fois en 2017. Elle affecte les revenus étrangers mixtes, produisant un impôt de 10% à 13% sur les revenus étrangers. Si la GILTI était réformée pour s'adapter au taux d'imposition minimum mondial, les obligations fiscales des multinationales américaines diminueraient de 44 milliards de dollars, car les paiements aux autres gouvernements augmenteraient. Le Trésor supporterait le fardeau des pays à faible fiscalité qui adopteraient le nouvel impôt minimum tout en perdant jusqu'à 140,7 milliards de dollars sur les 1,32 milliards de dollars proposés que le GILTI doit générer. L'un des objectifs recherchés par les entreprises lorsqu'elles se développent en dehors de leur pays d'origine est un faible taux d'imposition. Ces juridictions à faible taux d'imposition comme les Bahamas et les îles Vierges britanniques les aident à économiser de l'impôt sur les revenus des logiciels,
des brevets de médicaments et des redevances sur la propriété intellectuelle. En instituant un minimum de 15% d'impôt sur les sociétés au niveau mondial, l'attrait de se déplacer vers des pays à impôt sur les sociétés nul cessera, au moins, diminuera fortement, car ces pays auront désormais un impôt minimum sur les sociétés. Les partisans du taux d'imposition minimum mondial espèrent alors que les grandes et les petites entreprises sont réticentes à rechercher des investissements directs étrangers à des fins fiscales uniquement. Et avec le virus corona réduisant les investissements directs étrangers jusqu'à 30% l'année dernière, cela rendra encore plus difficile pour ces pays de financer leur budget, de créer des emplois, de construire des infrastructures, etc. Ces politiques seront probablement confrontées à des problèmes lorsqu'elles seront opposées aux lois fiscales des pays concernés. La complexité de la structure fiscale dans chaque pays avec ses propres dispositions, incitations et exonérations devra faire face à des années d'ajustement et d'amendements pour éviter les échappatoires. Certaines incitations seront abrogées et les accords d'investissement en vigueur depuis des années seront modifiés pour s'aligner sur le taux d'imposition minimum mondial. Ces ajustements pourraient prendre des années pour chaque pays à réaliser, ce qui entraînera des problèmes dans la mise en œuvre de la politique dans les 6 pays. Les taux d'imposition sont utilisés depuis des décennies pour attirer et conserver les investissements étrangers directs dans les pays. En fait, le succès de l'Irlande dans la capture d'un si gros volume d'aide en provenance des États-Unis remonte à 1996, lorsqu'elle est passée à un pays à faible fiscalité avec un taux d'imposition des sociétés de 12,5%. Sans effet de levier sur les taux d'imposition des sociétés plus bas, ces pays seront obligés de créer de nouvelles politiques financières pour aider à atténuer les échappatoires causés par l'impôt minimum mondial. Ils pourraient commencer à se ruer sur l'aide par d'autres moyens qui pourraient être préjudiciables à leur économie et aux citoyens en général. Quelques avantages de l'impôt minimum global? Si les défis sont réels et qu'il aura un coût à payer pour l'impôt minimum global, les perspectives ne sont pas toutes pessimistes. L'introduction d'un impôt minimum mondial entraînerait une augmentation significative de l'impôt sur les sociétés dans le monde. Ces revenus perçus par les gouvernements devraient contribuer à la croissance de leur économie. En 2020, l'OCDE a estimé que le taux moyen d'imposition des sociétés dans 109 pays est passé de 28% en 2000 à 20,6% en 2020. Cela montre que les taux d'imposition des sociétés continueront de baisser pour attirer les investissements étrangers tout en offrant des incitations, des réductions d'impôts, vacances d'impôts, etc., et perdre des finances. Dans ce cas, les pays ne perdent que les profits de certaines multinationales. La seule solution à cela semble être un taux d'imposition global minimum des sociétés. Par exemple, le pays A a un impôt sur les sociétés de 12% et le pays B a un impôt sur les sociétés de 18%, avec un impôt minimum sur les sociétés de 15%. Avec leur siège social dans le pays A, le pays B paiera un supplément de 3% au pays A pour atteindre l'impôt minimum mondial. Une projection des économistes de l'OCDE a déterminé qu'elle pourrait générer environ 70 à 100 milliards de dollars de nouveaux revenus pour les pays qui signent les lignes pointillées. Cela profitera aux pays ayant moins de revenus, leur donnant des revenus supplémentaires pour faire le travail dont ils ont tant besoin. Cette politique favorisera également la transparence sur les pratiques fiscales des entreprises puisqu'elle impliquera le calcul et l'équilibrage des comptes chaque année. Actuellement, Amazon paie environ 11,8%, Facebook paie 12,2%, tandis qu'Apple paie 14,4% d'impôts sur les sociétés. Ainsi, le plancher fiscal de 15% limitera la concurrence, créant une répartition équitable des recettes fiscales dans les pays concernés. Certains pays n'auront plus le monopole de l'accueil de nouvelles entreprises. Cela les incitera à inviter les entreprises de manière innovante, les motivant à renforcer les infrastructures et à constituer une main-d'œuvre qualifiée. L'initiative du G20 n'est pas mauvaise pour cibler les grandes entreprises comme nous avons pu le voir sur ce tableau datant de 2017 de l'Institute on Taxation and Economic Policy, comme vous pouvez le constater. Par exemple, Goldman Sachs avait 905 filiales dans les paradis fiscaux, JP Morgan Chase en avait 170 filiales, tandis que Morgan Stanley avait 619 filiales. Le G20 et l'impôt global minimum. L'impôt minimum mondial fait partie du cadre d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices convenus par les pays du G20 et l'OCDE.
Ce cadre se décline en deux piliers. L'un consiste à s'assurer que les bénéfices sont répartis équitablement à la fois dans le pays d'origine et dans le pays où ces multinationales font des affaires et réalisent des bénéfices. La deuxième consiste à fixer un taux d'imposition minimum mondial sur les sociétés pour protéger les revenus réalisés dans ces pays. Les deux piliers visent à développer une structure fiscale solide dans l'économie numérique émergente. Le cadre qui a été élaboré repose sur une règle d'inclusion du revenu et une règle des paiements sous-imposés. L'inclusion du revenu permet d'imposer les revenus étrangers des entreprises à un taux minimum, tandis que les paiements sous-taxés permettront au pays de refuser les déductions sur les paiements effectués vers un pays situé dans une autre juridiction à faible imposition. Quoi qu'il en soit, les entreprises devront payer l'impôt minimum global si elles opèrent dans ces pays. Appuyant leur poids sur l'accord, les États-Unis ont souligné qu'une politique nommée Shield Stopping Harmful Inversion and Ending Low Tax Development sera adoptée pour protéger l'accord. Cette politique vise à refuser les paiements transfrontaliers vers des pays qui ne font pas partie de l'accord. La croissance des entreprises pourrait-elle être en danger? Même si 138 pays sont en faveur d'un impôt minimal mondial, ils ne se sont pas encore mis d'accord sur la façon dont les modalités pratiques sur les entreprises concernées par cet impôt. Par exemple, Rishi Sunak, le ministre britannique des Finances, a défendu lors du dernier G7, selon le Financial Times et Bloomberg, une exonération de cet impôt minimal mondial pour les services financiers et les banques. Cette position sur les banques est plutôt surprenante car si l'impôt minimum global vise à réduire les paradis fiscaux, il faut rappeler qu'avec les cabinets d'avocats, de fiscalistes et de comptables, les banques jouent un rôle très important dans le déploiement et la mise en œuvre à la place des paradis fiscaux. D'ailleurs, le problème est plus profond car certains pays du G7 soutiennent, dans leur communiqué de presse du 5 juin, un impôt minimum d'au moins 15% sur les bénéfices des multinationales les plus rentables. Toute la question est alors de savoir quelles sont les sociétés concernées et quels seront les critères de sélection. Le thème fera encore l'objet de discussions au sein du G20 ici, qu'entre les 138 pays impliqués dans cette refonte de la fiscalité mondiale. Une autre préoccupation majeure est que les règles techniques qui seront imposées aux entreprises une fois que le projet de réforme soutenu par 134 pays aura été adopté n'ont pas encore été définies, mais les premiers éléments montrent qu'elles conduiront à l'application de nouvelles méthodes, selon KPMG. En particulier, la mise en place de nouveaux systèmes de reporting ou d'information sera nécessaire, indique le cabinet de conseil, qui note qu'il est difficile aujourd'hui pour les entreprises d'estimer l'impact de la mesure, d'où l'inquiétude. Pourtant, selon KPMG, les dirigeants craignent également des divergences, des zones grises, des interprétations différentes et des différends entre États dans la mise en œuvre de l'accord trouvé au sein de l'OCDE. Néanmoins, cela pourrait simplement être une crainte sans aucun rapport avec la réalité puisque selon l'enquête réalisée auprès de 1325 chefs d'entreprise du 11 secteur industriel dans 11 pays à travers le monde du 29 juin au 6 août, 87% sont confiants dans la capacité de croissance de leur entreprise et 60% sont confiants dans les perspectives de croissance de l'économie mondiale. Le désir de taxer directement les actifs ou la fortune des riches semble être la voie la plus facile, car la solution de l'impôt minimum mondial est loin d'être simple. Outre les difficultés déjà énoncées, cela nécessitera nécessairement la mise en place de règles et de techniques complexes. Il suffit de penser aux groupes de sociétés consolidées et autres multinationales et filiales aux structures complexes et dont les activités s'étendent très souvent sur plusieurs pays. Voyons ce qui va se passer. Maintenant, il est temps de se demander si cette taxe mondiale est un jeu gagnant-gagnant. Cela pourrait être plus compliqué. Est-ce un pari perdu d'avance ou une véritable aubaine? Alors que le monde change, il peut sembler contre-productif de construire des murs comme un impôt minimum mondial. On aurait tendance à croire que les barrières fiscales devraient plutôt tomber. Cela aurait-il pour effet de freiner la croissance? L'impôt global minimum peut-il encourager les entreprises à élargir leur marché? Imaginez obtenir une incitation fiscale dans un pays et utiliser les bénéfices de cette incitation pour compléter l'impôt sur les sociétés dans un pays d'origine. Cela découragera toute entreprise d'investir à l'étranger. Disons qu'ils décident d'aller de l'avant de toute façon, il s'agira de voler Pierre pour payer Paul, en utilisant des incitations fiscales d'un pays pour subventionner les revenus d'un autre pays.
Ce sont des éléments qui doivent être clarifiés avant qu'un impôt minimum global ne soit pleinement adopté. La seule alternative à un impôt minimum mondial sur les sociétés serait des politiques qui empêchent les entreprises de transférer leurs bénéfices et imposer des embargos sur l'utilisation des paradis fiscaux. En effet, certaines des plus grandes entreprises aux États-Unis, IBM, Pfizer, ExxonMobil, Microsoft, etc. ont réalisé plus de 4,2 milliards de dollars de bénéfices, mais ont utilisé des paradis fiscaux pour couvrir et réduire leur taux d'imposition global en stockant plus de 1,6 milliard de dollars dans ces pays. Ces sociétés multinationales et paradis fiscaux continueront de tirer profit en cas d'échec de l'accord mondial sur l'impôt minimum. Comme nous pouvons le voir à travers les chiffres montrant le montant des revenus perdus par le gouvernement en raison de l'évasion fiscale des entreprises, dans les îles Vierges britanniques, nous n'avons pas d'impôt sur les sociétés. Les pertes estimées sont d'environ 1,40 565 250 $. Pour les îles Caïmans, avec 0% d'impôt sur les sociétés, la perte de revenus est d'environ 22 819 899 267 $. Précisons que l'évasion fiscale ne se confond pas nécessairement avec l'optimisation fiscale même agressive, qui peut rester légale, et nous verrons dans une autre vidéo les mesures et conventions signées entre pays afin de favoriser la divulgation et le partage d'informations fiscales. Ces conventions de partage d'informations alliées à l'instauration d'un impôt minimum global pourraient changer bien des choses dans l'univers de la fiscalité internationale et de l'évasion fiscale. On peut se demander si la position de certains pays, principalement les États-Unis, ne souffre pas d'un double discours. En effet, si les États-Unis soutiennent fermement l'établissement d'un impôt minimum mondial pour lutter contre les paradis fiscaux, avec des Pandora Papers on découvre que de nouvelles lois dans certains États américains ont pour effet d'en faire ou du moins de favoriser l'émergence aux États-Unis d'une nouvelle classe de paradis fiscaux, en particulier le Dakota du Sud, l'Alaska, le Delaware et le Nevada qui, grâce au transfert de fonds et de richesses, sont devenus un véritable paradis fiscal pour les propriétaires d'entreprises et les particuliers. C'est par exemple le cas de l'État du Dakota du Sud à adopter une loi qui offre plus de protection aux clients qui possèdent des fiducies. Nous sommes donc tentés de nous demander si la lutte contre les paradis fiscaux par les États-Unis n'est pas une lutte à tête chercheuse. Le reproche avait déjà été fait aux États-Unis, qui s'étaient empressés d'obliger les banques suisses et d'autres pays à leur fournir les informations en leur possession sur les ressortissants américains, et en même temps de manquer de réciprocité en n'adhérant pas à l'accord de 2014 signé par plus de 100 juridictions, dont même les îles Caïmans et le Luxembourg, qui obligeait ensuite les banques à partager des informations sur les détenteurs de comptes et d'actifs étrangers. Quoi qu'il en soit, les paradis fiscaux semblent avoir un bel avenir et nous assistons d'ailleurs à un véritable renouvellement de ceux-ci notamment aux États-Unis. Nous y reviendrons avant consacrer toute une vidéo sur ce thème. En outre, la COVID-19 affaiblit une partie de l'économie mondiale. Peut-être que la dernière chose nécessaire est une politique qui découragerait les investissements locaux et étrangers. Avec l'impôt minimum mondial, la situation pourrait devenir peu compliquée pour les pays en développement. D'une part, ils n'auront plus à offrir d'incitations fiscales ou d'allègements fiscaux pour attirer les investissements étrangers, réduisant ainsi les recettes fiscales. Mais ils perdront d'autre part de nombreux avantages financiers. L'avenir nous le dira. Rien ne nous empêche d'espérer que le positif prévaudra. Pour les pays développés, cet impôt pourrait générer beaucoup de revenus comme nous avons pu le voir dans le tableau ci-dessous. Il semble que les États-Unis, la France, l'Allemagne ou l'Italie pourraient sûrement bénéficier de l'impôt minimum mondial, tandis que des pays comme le Canada ou la Chine ne verront aucun changement réel dans leur situation, le Nigeria, l'Argentine ou Singapour souffriront de cette nouvelle taxe. Pourrions-nous conclure que l'impôt mondial minimum est principalement pour les pays riches? Quoi qu'il en soit, à long terme, les chiffres et les actions nous diront la vraie histoire. Nous savons qu'il peut y avoir beaucoup plus de questions dans votre esprit à ce sujet. Mais qu'il s'agisse d'adopter ou non un impôt minimum mondial, l'appel est totalement influencé politiquement. Dites-nous ce que vous pensez de la taxe minimale mondiale dans la section des commentaires. Cela aidera beaucoup à développer notre chaîne. De plus, si vous souhaitez en savoir plus sur la fiscalité et le gain en capital, n'oubliez pas de regarder cette autre vidéo sur l'exonération du gain en capital de la résidence principale au Canada et au Québec. Pour des vidéos comme celle-ci et de nombreux autres sujets passionnants,
Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et appuyez sur l'icône en forme de cloche pour recevoir une notification lorsque nous publions une nouvelle vidéo.